vous en prie. N'hésitez pas à approcher. Bonsoir Clermont. Alors, hop, vous allez partager celui-là. Oui. Et nous celui-là. Hop. Ça sort. Ça marche. Je demande à 17h30 de faire un petit comparatif. Donc on risque de se lever par terre. D'accord. Un groupe d'élèves d'où? Westford. Très bien. Bienvenue, les élèves de Westford. Welcome Westford. Alors, je faisais remarquer à mes petits camarades que moi, juste avant, c'était une conférence sur les femmes inspirantes et la salle, elle était mais remplie et mixte. Donc c'est un sujet qui devient quand même ultra... Voilà, la coopération, peut-être ça sera dans 2-3 ans. Voilà. Donc on a choisi... On aurait dû faire un truc sur la coopération homme-femme. Ouais, c'est ça. C'est un peu sujet de... Non, c'était pas la coopération au départ. C'est venu. Alors bon bref, donc je disais qu'on est déjà très en retard et puis il y a encore une conférence après nous à 17h30, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Cet atelier s'intitule Coopérer pour résister. Donc on va parler de ça, de nos enjeux de coopération, des freins, des difficultés et des bénéfices à la coopération. Un mot avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc moi je suis Véronique Jal, je co-dirige le Connecteur, média sur l'innovation, l'entrepreneuriat et transformation sociale, et animateur du club Open Inno et Impact, qui est un club qui pratique, on va dire, à la fois l'enrichissement méthodologique, le co-développement professionnel et puis l'ouverture en fait sur l'écosystème. Et avec cette notion d'impact, l'idée c'est aussi de situer ces réflexions de situer ces réflexions dans le cadre de l'économie circulaire et en fait de rentrer dans ces réflexions quand on pense économie circulaire, en fait on pense différemment. On est obligé de changer son mode de réflexion antérieur et d'ajouter de nouvelles cordes à son arc. Et c'est un peu pour ça qu'on a choisi ce sujet, parce que la coopération est une valeur dont on commence à réentendre parler, mais qui a vécu des années de disgrâce. Et du coup, je ne sais pas si ça sera Virginie ou Raphaël qui va introduire. Alors, je choisis Raphaël. C'était finalement, peut-être pour rentrer d'abord dans le sujet, pourquoi on a choisi ce titre, Coopérer pour résister. Qu'est-ce que résister à quoi? Pouf comme ça, là. On y va direct. Pouf comme ça, et alors tu peux te présenter rapidement. Ah, mais je me présente rapidement. Mais juste okay. Derrière moi, c'est écrit, comme ça, hop, on peut gagner 2 secondes. Donc pour faire très vite, bonjour, je m'appelle Raphaël Coujon, je suis membre du club Open Innovation depuis un certain nombre d'années. J'ai une activité d'indépendant qui s'appelle Imagine Papillon et j'accompagne les collectifs, les organisations dans leur métamorphose, pour filer la métaphore, leur transformation, notamment sur les sujets écologiques et sociétals, les sujets d'organisation et de coopération. Et donc, voilà, c'est bon, c'est bien. Alors, la question c'était pourquoi coopérer? Alors, coopérer non, pour résister. Pour résister à quoi? Ah oui. Résister à quoi? Alors, résister à quoi? Je pense que vous vivez pleinement comme nous dans un monde qui est rempli d'incertitudes. Okay, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, on a encore perdu un Premier ministre. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en retrouver un. Ce petit jeu est amené à se renouveler régulièrement. C'est le jeu démocratique qui est encore plus flagrant. Et ce jeu d'instabilité, il est également diffus au-delà de la sphère politique dans ce qui nous arrive à une échelle économique. La crise, tout ça. Je le fais en mode caricatural et raccourci, avance rapide. Bien évidemment politique, bien évidemment sociétal aussi, plein d'incertitudes, plein de choses qui sont remises en question, et ça accélère, et également à des niveaux écologiques. Il y a plein de choses qui nous tombent déjà sur le coin du nez, et ça ne va pas aller de moins en moins, voilà, globalement. Bref, ce contexte d'incertitude, il est tel que jusqu'à aujourd'hui, on l'a vécu majoritairement dans une mécanique dans un cadre socio-culturel qui est hérité après la Seconde Guerre mondiale, je fais des grandes claques, dans un cadre
d'une société capitaliste où la compétition est le premier vecteur. On nous a appris que pour se challenger, pour aller plus haut, pour aller plus loin, the sky is the limit, il faut travailler sur la compétition, c'est comme ça qu'on va s'améliorer. Il y a d'autres voies qui portent et qui commencent à montrer que ces systèmes arrivent à bout de souffle, et qui portent le fait que la coopération pourrait être un levier, enfin est déjà un levier pour celles et ceux qui la pratiquent, vraiment puissant pour justement travailler à plus de stabilité ou du moins un peu plus d'agilité dans ces mondes incertains. Voilà, comment aujourd'hui la coopération elle peut nous aider à résister, à être un peu plus robuste dans des temps où on est secoué, dans des temps où les ressources vont continuer à manquer, où l'énergie, il va falloir faire attention à ça aussi. Et donc ces notions de mutualisation, on va en reparler, de coopération et d'accepter parfois de tomber l'armure pour partager avec l'autre vont se révéler importants. Merci. Donc, en fait, ce que tu décris là, c'est aussi une approche qui est devenue beaucoup plus systémique et donc beaucoup plus complexe et qui repose, j'aime bien l'expression de Marie-Lise. Donc, Marie-Lise Erard, je sais pas, tu peux te présenter aussi, moi je dirais facilitatrice graphique, mais pas que. Oui, bonsoir, Marie-Lise Erard. Moi, ma porte d'entrée dans cette table ronde, c'est que j'utilise l'outil de la visualisation, du langage visuel pour que les gens arrivent à se parler. Parce que j'ai remarqué aussi que ça faisait partie des difficultés de coopération, c'était le fait que les gens avaient plein d'excuses pour avoir des difficultés pour se parler, notamment des métiers différents, des jargons, des postures, des positions hiérarchiques, etc. On peut en faire toute une liste. Ouais, c'est le début de la complexité. Voilà. Et du coup, moi, mon postulat, c'est de dire, tiens, si on parle ensemble une langue qui est peut-être plus ancestrale et plus universelle, qui passe par le dessin et la visualisation, peut-être qu'on pourra passer ces barrières-là pour réussir à se parler mieux et donc à coopérer plus efficacement. Et donc là, tu parles de petit tas d'humains pour expliquer la complexité de mettre en mouvement en fait, un collectif. Et donc là, je vais me tourner vers Virginie, qui est co-animatrice du Club Openino et coach. Et alors, j'ai une petite diapo, mais du coup, il faut que je me lève pour aller la passer. Sur C'est ça la coopération. Oh, merci, c'est magnifique. Et donc ça peut être de toutes petites choses, la coopération. C'est ce bouquin qui est un peu ton livre de chevet peut-être, l'entraide, l'autre loi de la jungle. Donc est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fonde en fait ces dynamiques collectives? L'entraide, l'autre loi de la jungle, là, je vous conseille cette lecture, c'est un livre transdisciplinaire, sociologique, économique, anthropologique, philosophique aussi, dont la thèse principale est de dire la compétition n'a jamais été la loi de la nature. Ce qui fait loi, ce qui a fait la résilience de la nature et son adaptation, c'est sa capacité à coopérer. Je pense que maintenant, on le sait un peu parce qu'il y a eu pas mal d'ouvrages là-dessus sur les arbres et tout ça. Et entre autres, ça reprend et ça observe de manière assez scientifique comment, dans des milieux naturels, c'est la coopération des différentes espèces qui va permettre une adaptation et une résistance. Donc, j'en reviens à ce terme parce que je trouve que coopérer pour résister souligne bien l'enjeu de la coopération. C'est résister à quoi ? Alors, et c'est là où on arrive dans une difficulté qui est la nôtre humaine, parce que quand on lit ce livre, moi je l'adore, et c'est vrai qu'en même temps ça permet de tirer des fils pour nos vies quotidiennes, mais ça parle d'environnement naturel qui résiste à des choses à peu près simples, du froid, du chaud, de la sécheresse, du trop de soleil, pas assez de soleil. Donc quand il y a une résistance et que l'enjeu est identifié, la résistance et la coopération se met en œuvre. Notre difficulté, moi me semble-t-il aujourd'hui, c'est qu'on est dans une complexité de à quoi on résiste. Et alors ce truc-là, comme il est souvent pas très bien compris, expliqué, travaillé, assimilé, partagé, la coopération a aussi du mal à se faire parce qu'on est devant une résistance qui est multifactorielle, multicausale. Voilà. Donc je trouve que ce livre, à la fois, finira de vous convaincre si vous ne l'êtes pas. C'est quand même dans les enjeux de coopération qu'on s'en sort, mais qu'en même temps ça nous pose l'enjeu et la responsabilité d'aller un peu plus travailler sur
On coopère pourquoi? Enfin, je veux dire, c'est quoi notre raison d'être dans cette coopération? Et c'est loin d'être simple, ça. Et alors, pour moi, coach d'équipe, de mon expérience, les équipes qui coopèrent le plus facilement sont celles qui ont des enjeux de résistance simples. La menace, elle est clairement identifiée. Et en plus, elle n'est pas, comment vous dire, c'est l'équipe d'à côté, éventuellement, il faut qu'ils résistent parce qu'ils vont crever, donc il faut qu'ils fassent du chiffre et qu'ils s'en sortent. C'est le produit. Mais dès qu'on est sur il faut coopérer pour être meilleur, bon, c'est vachement compliqué de coopérer sur un objectif qui est un peu complexe. Voilà. Donc, je trouve que cette question de coopérer pour résister, je trouve qu'on est au cœur du truc, quoi. On résiste à quoi et on coopère comment pour résister à quoi? Voilà. J'ai été claire? Est-ce qu'elle a été claire? Sont gentils. Alors, peut-être parce qu'effectivement, tu le dis, il faut qu'on sorte de cette notion de complexité, enfin en tout cas qu'on en sorte de manière artificielle et ponctuelle, peut-être sur des cas concrets. Et peut-être qu'on peut... en fait, la coopération, on sait qu'elle doit reposer effectivement sur une vision commune, des objectifs, sur des espaces, sur de la confiance, sur un dialogue, etc. Et peut-être que, Raphaël, tu peux, donc dans le cadre de la Convention des entreprises pour le climat, cette notion de coopération territoriale, elle fait partie des piliers en fait, de la démarche. Et peut-être qu'en prenant un exemple de coopération, on peut remonter sur en fait, en quoi un cadre comme la CEC facilite ces coopérations. Et puis Marie-Lise qui participe aussi à la CEC, tu pourras peut-être aussi expliquer en fait en quoi justement le dessin ou le jeu apporte en fait ce qui peut être de l'huile dans les rouages de ces échanges. Donc oui, une autre de mes casquettes, c'est la Convention des entreprises pour le climat qui accompagne des organisations. On en est au 2e parcours dans le Massif central. Il y a des parcours qui se font dans toute la France pour accompagner des tas d'organisations, des tas de petits humains. Sur un parcours qui s'étale pendant 10 mois. En gros, il y a 6 sessions de 1 jour et demi, 2 jours. Et pendant tout ce temps, on accompagne, il y a 2 personnes par organisation. Donc souvent, c'est des entreprises, parfois des collectivités ou des assos. Et on leur fait suivre un parcours de découverte, de compréhension en lucidité face aux enjeux planétaires, aux enjeux d'énergie, aux enjeux de biodiversité, aux enjeux économiques de transformation de ces modèles-là. Donc c'est pas du tout militant, c'est vraiment basé sur la science, le GIEC, l'IPBES, bref, tout ça. Et donc, il se passe dans ce parcours à la fois des temps de conférences et des temps en sous-groupe où ils travaillent les uns les autres, etc. Donc, c'est un des enjeux, en fait, la Convention des entreprises pour le climat, il a été créé justement pour favoriser la coopération. Le pourquoi de la coopération qui est effectivement fondamental avant de se dire « j'ai envie de coopérer ». Mais pourquoi tu veux coopérer? C'est quoi le sens de ta démarche? Le sens de la Convention des entreprises pour le climat, c'est de se dire justement, dans un monde qui est hyper complexe, la coopération est un des vecteurs. Pourquoi on le fait? C'est pour résoudre ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Je ne sais pas si ça vous parle, le dilemme du prisonnier. Là aussi, je vais essayer de le dire, c'est un truc théorisé, ça date des années 50, si je ne m'abuse, mais l'idée, c'est juste qu'on dit je schématise, à 2 mecs qui sont séparés, écoute, soit tu acceptes de collaborer avec ton concurrent, est-ce que tu veux collaborer avec ton concurrent sur ce truc-là, oui ou non? Même question à l'autre qui est en face, les mecs jaugent, est-ce que je le fais, est-ce que je fais pas, oui mais si je le fais, qu'est-ce que je vais gagner, etc. Si on les fait pas se communiquer l'un avec l'autre, si on les empêche de communiquer l'un avec l'autre, ils vont prendre des choix qui sera celui de ne pas coopérer, probablement parce qu'il y a moins de risques, etc. S'il y en a un seul qui coopère dans les deux, il va se retrouver perdant dans l'affaire. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à dépasser ce dilemme des prisonniers pour les faire communiquer et se rendre compte que, scientifiquement, ils ont montré que c'était beaucoup plus profitable de coopérer, de travailler l'un ensemble. Ils gagnaient plus tous les deux s'ils coopéraient l'un avec l'autre que si chacun ne coopérait pas dans son côté. Bref, que la coopération avait une vraie vertu. Et l'enjeu, c'est d'arriver, via un programme qui pose du cadre, qui prend du temps, d'arriver à se dire, en fait, je vais accepter de céder une partie d'accepter un peu d'incertitude dans l'échange que je vais avoir avec l'autre, avec lequel je vais coopérer, mutualiser des choses, mutualiser du temps,
pour pouvoir essayer de franchir, vous savez, ce triangle de l'inaction. Ça vous parle, ça, le triangle de l'inaction face à l'incertitude et notamment face au changement climatique. Le triangle de l'inaction, il a trois points. Il y a les entreprises, les citoyens et les collectivités publiques. Et chacune se renvoie la balle en disant « Ah, mais moi, collectivité publique, l'État, je ne vais pas bouger tant que les entreprises ont envie de continuer la manière dont elles font et qu'elles proposent des produits, c'est pas à moi de choisir. » Et puis les citoyens disent « Ah bah, les entreprises, elles continuent à produire ça, je vais continuer à acheter. C'est pas de ma faute si on ne peut pas changer. Et puis l'État, moi, entreprise, ne me contraint pas. Donc tant que l'État ne me contraint pas, je ne vais pas changer non plus. » Donc ce triangle de l'inaction, il convient à se renvoyer tous la balle. Et on est là juste typiquement dans l'inverse de la coopération et l'inverse de là où on a besoin d'aller. Et donc pour prendre l'exemple concret, dans ce parcours, on a fait un premier parcours, on est en recrutement pour le deuxième qui démarrera l'année prochaine. Sinon ça ne veut rien dire. On a eu trois entreprises. Une entreprise qui fait de l'ail, qui refaire de l'ail en Auvergne, voilà, reconditionner des trucs avec de l'ail, etc. Une entreprise qui fait des chaufferies bois et une entreprise qui... c'est quoi le troisième truc ? La forêt, voilà, c'est ça, qui est gestionnaire de forêt privée. Trois entreprises qui a priori n'ont pas grand-chose à avoir en commun. Et bien elles ont monté, et c'est un des enjeux, un des leviers, des ambitions de la Convention des entreprises pour le climat, générer une coopération territoriale. Elles se sont rendues compte qu'elles avaient chacune des ressources qui n'étaient pas forcément mobilisées toute l'année ou de manière sous-optimale et qu'elles pouvaient partager les unes les autres. Je le fais très vite, en fait, il se trouve qu'il y a des moments, les gens qui fabriquent de l'ail, ils ont des grands frigos qui sont inutilisés une partie de l'année. Ça tombe bien, le mec qui fait ses pousses et de gestionnaire de forêt privée, il a des pousses à garder au frais pendant un certain temps et dis donc, ça tombe pile dans le moment où le mec qui fait son ail, il a de l'espace libre dans ses entrepôts. De la même manière, le mec qui fait du bois, ils ont commencé à parler avec les gars qui font de la chaufferie et ils se sont rendus compte que le gars de la chaufferie, il pouvait récupérer des copeaux de bois directement de la production de ce truc-là. Donc voilà. Et de l'autre côté, du coup, les gars qui faisaient de l'ail, ils se sont dit, mais attends, moi je devais changer mon système de chaudière, fais voir ton système, comment ça fonctionne, etc. Mais en plus, t'es à côté de chez moi, attends, on va travailler ensemble. Bref. Ils ont récupéré, comme ça, développé une coopération territoriale tripartite, entre guillemets, où les uns valorisent les ressources, les déchets ou le capital non utilisé des autres. Et cette coopération-là, territoriale, elle a pu se faire parce qu'il y a eu un échange dans le temps. On crée des conditions de la confiance, ça c'est les critères de la coopération. On crée un cadre et des objectifs qui sont communs et décidés ensemble. On se dit où on va, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire ensemble, où on accepte de se dire je vais affronter une certaine dose d'incertitude, mais j'accepte de céder la sérendipité. Et voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui font que ça fonctionne. Et aujourd'hui, en plus, ça crée de la joie. C'est con à dire, mais on oublie souvent en entreprise, ça crée de la joie et ça fait du bien. Et alors, je voulais juste... Merci. Avant de te donner la parole, Marie-Lise, Virginie, donc, sur ces dynamiques de collectif, et par rapport à ce que vient de décrire Raphaël, et si on a ce cadre de la CEC, mais si on voulait le rendre reproductible, c'est quoi les ingrédients en fait qui sont importants pour générer cette efficacité ? Oui, et ça me permet de terminer sur ce que je n'ai pas dit là, qui est dans ce livre-là. Et ce que fait la CEC, c'est que la CEC a créé une membrane. Et ça reprend si vous lisez ce livre, ce que vous trouverez là, c'est-à-dire que pour qu'une coopération puisse être possible, il faut qu'il y ait une membrane, c'est-à-dire une frontière entre ce qui est le groupe et ce qui n'est pas le groupe. Et une famille est une membrane, son équipe est une membrane, ses copains sont une membrane, c'est-à-dire qu'on est ensemble et on a envie d'être ensemble et de travailler ensemble parce qu'on sait que ça c'est nous et l'extérieur ce n'est pas nous. Ça on le trouve dans la nature. Et il me semble ce que fait la CEC, sans le dire, c'est qu'il crée cette membrane. Il la crée comment ? Il la crée par du temps de partage, par du temps d'acculturation sur des sujets en commun, par du temps d'échange, par du temps... Du temps informel aussi. Du temps informel, du temps de se raconter un peu comment je vis cette situation. Et ça crée cette fameuse membrane, c'est-à-dire on commence à faire une identité ensemble, cette identité coopérante pour tel sujet ici sur le changement climatique. Donc ça fait partie de ce qui est fondamental. Si vous voulez créer la coopération, c'est dites-vous comment je crée et comment on co-construit cette membrane. Et c'est une membrane dans la coopération dont chacun est responsable.
Parce que chacun est une partie prenante de ce groupe, et donc d'aller regarder comment je vis dans ce groupe-là et comment je vis bien. Alors, dans la question de la coopération dans la membrane, il y a la question de comment on filtre ce qui est dans la membrane et ce qui est à l'extérieur de la membrane, ce que selon moi, les facilitateurs font bien, c'est-à-dire c'est des agents filtrants, si je puis dire. Donc ça c'est intéressant de voir aussi dans ce dispositif comment on peut retrouver ces ingrédients-là. Voilà, donc tout ça c'est aussi bien une alchimie, on va dire regardée dans la nature, mais qui est vraie dans nos cultures humaines. Et en tant que coach d'équipe, c'est vrai que la manière de travailler la membrane, c'est-à-dire cet endroit où ça c'est nous, c'est pas nous, et donc on peut être en sécurité dans cette équipe-là, c'est vrai que ça passe par se parler de nos représentations, se parler de ce qu'on vit ensemble, c'est-à-dire être attentif ou pouvoir parler de la relation, alors de la relation de coopération ou bien de la relation professionnelle en équipe, parce qu'il y a des coopérations. Bon, se parler de la relation, ça crée la membrane. D'où la phrase de Schultz, c'est ça que tu aimerais que je dise? Non, c'est ça. C'est spontané. J'adore cette phrase. Non, mais c'est vrai qu'elle est chouette. C'est une phrase de Schultz, qui est un psychologue américain qui a beaucoup observé les groupes et qui a dit voilà, je me suis demandé un groupe qui allait bien et qui était performant, est-ce que c'était un groupe qui avait un bon leader? Je me suis aperçue qu'il y avait des groupes qui fonctionnaient bien sans bon leader. Est-ce qu'une équipe ou un groupe qui fonctionnait bien, elle avait un bon projet, par exemple? Il y a des équipes qui ont des bons projets et qui n'arrivent pas à coopérer. Est-ce qu'une équipe qui coopère bien et travaille bien avait des bonnes conditions de ressources? Je me suis aperçue que ce n'était pas suffisant. Il a comme ça listé tout un tas de critères, en s'apercevant que ce n'était pas ça qui faisait le cadre, on va dire, de base de l'émergence d'une coopération. Et il l'a situé au niveau de la relation, donc de la membrane, si je puis dire, en disant une équipe qui est performante dans le temps, c'est une équipe qui sait se parler de ses peurs, qui sait se parler de ses besoins et qui sait renoncer à avoir raison a priori. C'est-à-dire qui est en capacité, ça moi j'aime beaucoup et je pense que dans la CEC vous faites beaucoup, dans la capacité d'apprendre de l'autre. C'est-à-dire de rentrer dans la spirale. Comment dans la coopération j'apprends de toi. Et voilà. Donc ça, en fait, il y a un truc qu'on dit quand on entre à la CEC, c'est qu'on propose aux dirigeants, on n'impose rien, mais on leur propose très fort d'accepter de tomber l'armure. C'est-à-dire justement, on est dans des mécaniques guerrières, encore une fois, dans des mécaniques de compétition, et c'est un peu cette safe place qui est cet endroit qui se passe pendant 10 mois, c'est un endroit où on va accepter de se montrer en vulnérabilité. Et aujourd'hui, la vulnérabilité, elle est souvent expulsée de l'entreprise comme étant une faiblesse, alors que c'est pas le cas. Je veux dire, on a tous des vulnérabilités, y compris dans nos entreprises, et il est important de les savoir et de les reconnaître. Je voulais juste du coup refaire le lien avec Marie-Lise, parce que ce qui est important effectivement dans la coopération, c'est en vrai c'est compliqué de coopérer. Il faut un cadre, il faut accepter ça, tomber l'armure. Il y a plein de choses qui font que c'est compliqué de coopérer. C'est pas juste une déclaration d'intention. Ça s'accompagne. Et à la CEC, on travaille avec des coachs et des facilitateurs. Et nous, on a fait le choix de travailler avec Marie-Lise justement parce qu'elle a cette capacité de traduire la complexité, notamment par le dessin et après par le jeu que tu fais en dehors de la CEC. On ne fait pas de jeu avec Marie-Lise de serious game ou de mécaniques comme ça au sein de la CEC. Mais en fait, ces mécaniques-là, elles permettent vraiment de désacraliser ces problématiques de coopération et de rentrer par une autre porte, quoi. Voilà, c'était juste un passage de témoin. Merci pour ce beau passage de témoin. Non, effectivement, moi j'ai pu observer tout ce qui a été dit avant dans les entreprises et l'idée c'est de se dire, voilà, pour faciliter justement tout ça, pour faciliter, comme tu disais, les relations que les gens ont ensemble, enfin, pour que les relations se fassent, il faut que les gens puissent avoir la liberté de s'exprimer. Effectivement, une safe place pour pouvoir le faire. Et moi, j'ai remarqué qu'en facilitant à l'aide du visuel, ça fonctionnait très bien pour des tas de raisons, dont on pourra parler après, parce que là, je vois que le temps avance. Et notamment, on est large. Tu peux expliquer. Une des raisons principales, on va dire 2 raisons principales.
La première, c'est qu'on est dans une culture en France du jargon. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais à mon avis, vous y êtes confrontés tous les jours dans vos entreprises. Sinon, vous mentez. C'est sûr. Mais il y a un peu cette idée que savoir, c'est pouvoir, et que garder le pouvoir, c'est quand même pas si mal, et que du coup, on va cacher notre savoir derrière tout un jargon pour être les seuls garants de ce savoir-là, briller un peu par rapport à ce savoir-là, et du coup, accaparer ce pouvoir-là, et finalement, si vous voulez savoir ça, bah, demandez-moi, c'est moi qui sais. Et c'est très franco-français, c'est pas seulement dû à la langue française, parce que quand on va voir des gens qui présentent des thèses au Québec ou des gens qui écrivent des livres en Suisse ou en Belgique, ils sont beaucoup plus dans l'optique de présenter pour que les gens les comprennent et pas de présenter pour que ce soit assez obscur pour que vous voyez à quel point je suis quelqu'un d'incroyable. Et pour contourner ça, on peut utiliser des langages plus simples, mais c'est difficile d'acculturer les gens à ça, parce qu'ils sont quand même très accrochés à ces choses-là. Donc pour moi, utiliser le visuel, ça permet un peu de remettre à niveau tout ça, et ça permet cette deuxième chose dont je vous ai dit que j'allais vous parler, et que j'ai pas oublié, qui est de lâcher l'ego, qui pour moi est vraiment la condition principale de la coopération. Ça passe par cette histoire d'accepter de lâcher le pouvoir et d'être là vraiment pour partager et réellement coopérer, et pas juste faire semblant comme certaines opérations de concertation qui sont finalement quelquefois organisées pour dire c'est bon, vous êtes d'accord avec ce truc qu'on vous a présenté, mais vraiment des conditions de travailler ensemble, pour moi on met des gens autour d'une table, les gens proposent leurs idées, tout le monde a droit à cette parole et tout le monde écoute les gens qui ont cette parole. Et ensuite, ces idées-là, on les manipule tous ensemble. Et du coup, passer par le visuel, ça permet d'enlever la propriété des idées aux personnes pour les rendre idées de tout le monde, en fait. C'est une sorte de matérialisation des idées qui ne vient plus des personnes, mais qui vient du groupe. Et ensuite, ce matériau-là, en fait, tout le monde peut s'en saisir et tout le monde peut travailler avec. Et ça devient, pour moi, beaucoup plus enrichissant. Et je parle aussi un peu du jeu, parce que le jeu, c'est une autre façon de coopérer de manière... Alors, c'est pas un hasard, hein, coopérer par le visuel et par le jeu. En fait, on est dans les grottes à la préhistoire. Si on coopère pas, on meurt, parce qu'on n'a pas de mammouth à manger, parce que c'est pas nous qui l'avons chassé. Et pour coopérer, on a le langage visuel et on joue pour apprendre. Enfin, voilà, c'est inscrit dans nos gènes du coup depuis des millénaires, donc c'est aussi pour ça que ça fonctionne aussi bien. Le jeu, c'est un espace dans lequel quand on parlait de safe space tout à l'heure, j'ai réussi à le dire du premier coup. Ouais, pas mal. Le jeu, il ouvre ce qu'on appelle un cercle magique, qui est un endroit où on dit voilà, dans le temps, on va passer ce temps-là à jouer ensemble. Dans ce temps-là, on va tous expérimenter ensemble. Donc déjà, par rapport aux pratiques dont vous avez peut-être en tête du design thinking, ça permet d'expérimenter tout de suite, de prototyper en fait tout de suite et d'avoir tout de suite de retour d'expérience sur ce qu'on expérimente. Mais en plus de ça, ça crée un safe space où on se dit, en fait, si je tue quelqu'un pendant le jeu, il ne sera pas mort après. Voilà. En fait, les choses qui arriveront pendant le jeu n'arrive pas en vrai, je suis dans un espace où je peux expérimenter tranquillement, sereinement, et je vais pouvoir du coup vraiment y mettre mon imaginaire, je vais vraiment pouvoir m'y engager, parce que c'est un peu l'excitation de savoir ce qui va vraiment se produire. Ce qu'on ne ferait pas forcément dans un prototype un peu plus sérieux de tiens, on engage un projet, on engage des gens autour de nous. Là, c'est l'espace du jeu, on peut tout essayer, quoi. Donc c'est aussi une deuxième façon de rentrer dans la coopération qui, de la même façon que le visuel, libère du costume qu'on se met, de la posture dans laquelle on pense qu'on est obligé d'être, et qui nous permet de libérer ces relations-là, parce que finalement, on rentre dans des relations humaines et pas d'autres calques qu'on aurait pu rajouter à tout ça, et qui quelquefois encombrent la coopération. Oui, quelquefois. C'est sans doute un des freins principaux. Alors, le sous-titre de notre atelier, c'était des conseils, des partages d'expériences pour moins rater vos coopérations. On a une promesse à tenir. On a parlé de cette dimension de partage d'une vision, d'objectifs. Virginie, via Schutz, nous a dit que ce n'était pas le caractère déterminant, enfin, en tout cas,
le critère déterminant. On a parlé de la capacité à communiquer, parce qu'on a besoin de confiance, on a besoin de clarté, on a besoin de se comprendre. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore évoqué, enfin il y en a sans doute plein d'autres évidemment, mais dont on pourrait parler maintenant. On a été relativement exhaustif. C'est peut-être... alors tu as lâché le mot de sérendipité. Et il y a une autre notion aussi, qui revient en fait quel que soit le sujet, c'est cette notion de temps à consacrer à quelque chose dont l'effet n'est pas forcément mesurable immédiatement. Donc comment est-ce qu'on arrive à inscrire cette notion de construire une relation qui permet une coopération dans un rythme effréné? Alors oui, ça c'est un des plus gros enjeux, c'est aussi très clairement un des enjeux qu'on a nous, d'une manière hyper pragmatique pour recruter des gens et à la Convention des entreprises pour le climat, de les faire participer à ce programme, qui est une association d'intérêt général, je tiens à le dire, je ne l'ai pas dit, voilà, c'est vraiment la vocation, c'est ça. Comment on va convaincre des gens de prendre le temps? Je le redis, c'est 6 sessions de 1,5 jours, 2 jours pendant 10 mois, donc c'est du temps. Ok, alors en vrai, de tous les gens qui l'ont passé, parce que ça fait déjà 1000 dirigeants qui ont été accompagnés dans toute la France, là, on n'en connaît pas trop, enfin, ils nous ont pas dit avoir regretté. Mais c'est accepter de se dire, je vais prendre du temps, pas en perdre, mais je vais prendre du temps pour en gagner aussi. C'est-à-dire cet aspect de, comme on disait tout à l'heure, de résister. Alors résister, ça peut faire un peu repli sur soi, coopérer pour résister, ça peut être dans l'image qu'on peut avoir, c'est une espèce de repli. Mais nous, on a plutôt cette image de développer la robustesse, en fait. Coopérer pour développer une robustesse. C'est-à-dire pas être figé, mais être dans une manière un peu plus lourde et sourde, posée, distribuée, qui permet d'assurer une plus grosse résilience de l'organisation dans tous ces mouvements-là. Donc pour faire ça, effectivement, il n'y a pas de secret, le fait de prendre du temps, de construire une relation aussi, c'est-à-dire qu'on parlait de safe space, non mais c'est parce qu'on peut dire aussi safe place, donc c'est un cadre de confiance. Ça prend du temps, je veux dire, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait des séances de codev, vous savez, c'est des séances de co-développement où on fait des programmes, on se retrouve à un petit groupe et on vient traiter d'une fois sur l'autre la problématique d'une des personnes, c'est très codifié et c'est un accompagnement et en fait ce truc-là fonctionne parce qu'il y a une membrane entre un petit groupe de personnes et une confiance qui se crée et petit à petit une parole qui permet de se libérer, etc. Donc, prendre le temps, c'est effectivement... mais donc, c'est accepter finalement un saut d'incertitude supplémentaire dans une incertitude qui de toute façon est by design dans ce qu'on vit. Et la sérendipité, c'est la capacité à accepter qu'on va développer des choses ou trouver des choses, des ressources qu'on n'était pas venu chercher. Quand vous allez démarrer des coopérations, on peut se donner un cap, une intention, un grand why, mais vous n'allez certainement pas retomber sur ce que vous étiez venu chercher en démarrant la coopération. Okay, quand nos 3 types ils sont rentrés dans la Convention des entreprises pour le climat avec leur ail, leurs arbres et leur poêle à granulés, ils n'étaient pas rentrés en se disant tiens on va monter un truc tous les 3. Non, jamais ça serait arrivé. Et pour eux, ça a été un des trucs les plus fertiles de ce parcours-là. Donc, c'est aussi dans cette dimension de je lâche l'ego au service de l'éco. Voilà, c'est une espèce de mécanique un peu décentrée pour accepter, dans cette dynamique d'incertitude, accepter de lâcher un peu, lâcher prise. Oui. Vous m'entendez? Juste avant de te donner la parole, Virginie, Marie-Lise, je pense que ça te fait réagir un peu ce que vient de dire Raphaël. Je t'en prie. Merci. Oui, parce qu'on parle de temps, effectivement, c'est, comme tu disais, un investissement de temps. Et il faut comprendre que c'est du temps qui est mais très 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 largement récupéré après. Et moi, je voulais rebondir là-dessus en disant l'autre problématique qu'on a derrière pour convaincre là-dessus, c'est qu'on est confronté à des logiques extrêmement court-termistes et de plus en plus court-termistes en entreprise. Et du coup, faire envisager le long terme, c'est compliqué. C'est surtout ça, je trouve, les freins, c'est que c'est peut-être même pas de dépenser du temps tout de suite, c'est vraiment de se dire non, mais c'est maintenant que je veux le résultat et tant pis si dans 10 ans ça s'écroule. Et c'est quelque chose qu'on retrouve non seulement en entreprise, mais aussi en politique et tout ça. Et, dans le monde. Dans le monde en général, c'est quelque chose, on devient très 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 pressé
Et c'est difficile de mettre sur stop, mais une fois qu'on a convaincu des gens de mettre sur stop pour un petit moment, pour une petite expérience, c'est tellement bénéfique déjà juste de mettre stop même sans rien faire, que ensuite c'est bon, ça va quoi, les gens y vont quoi. Pour moi en tout cas c'est mon expérience. C'est dur de dire stop, mais une fois qu'on dit stop, après c'est bon, on peut vraiment en parler. Et en fait l'argument qu'on peut utiliser à ce moment-là, c'est que normalement des gens qui sont comme ça dans la course effrénée, ils vont très souvent parler d'être dans le guidon, tout ça. Moi, le nombre de poules sans tête en train de courir que j'ai dessiné pendant des séminaires, de codir, enfin voilà, c'est vraiment le truc qui apparaît partout. Et justement, mettre le doigt là-dessus en disant si vous avez la tête dans le guidon, si vous courez partout, en fait, le premier truc à faire, c'est s'arrêter. En fait, stop, 2 secondes, regardez ce qui se passe. Et là, une fois que les gens s'arrêtent, là, c'est possible de capter. Ah, voilà, c'était bon. En fait, c'est éminemment stratégique. Enfin, je veux dire, c'est vraiment même si on est le pire des cyniques et qu'on se dit que les raisons d'être ou les ambitions, les élans vitaux, tout ça, on s'en fout. Le bien-être des salariés, ça marche pas. Ouais. Prendre du temps pour essayer de penser de long terme, de construire des choses au regard dans un moment où justement on sait pas bien où on va, en fait, c'est éminemment stratégique. Voilà. C'est juste. C'est une nécessité. Virginie ? Oui, je vais tenir un propos légèrement décalé, mais c'est juste, voilà, je ramène un peu de complexité. Ça me fait, moi, associer avec... la coopération fonctionne aussi quand on met les gens dans leur champ de compétences. Et je sens un peu d'agacement en disant ça, parce que je trouve que pareil, une fois les équipes dans lesquelles j'interviens ou les organisations dans lesquelles j'interviens, les gens sont souvent plus dans leur champ de compétences. Ils sont dans des espèces de rôles... un peu supra, je sais pas trop quoi. Voilà. Et je trouve que... donc là, c'est différent parce que vous êtes sur une espèce de champ un peu comme ça, de côté, quoi, hein, où l'objet est un objet tellement complexe que personne n'est compétent sur le sujet. Sur tout le sujet. Sur tout le sujet, voilà. Donc c'est intéressant parce que c'est un terreau fertile d'apprenance ensemble. Mais on le voit dans le club Open Inno, ou on le voit dans d'autres endroits où on coopère. Moi, je trouve que c'est important d'aller chercher les gens dans leur champ de compétences et d'aller chercher les ajustements dans ce que chacun sait faire. Parce que là, on a vraiment des trésors de coopération. Encore une fois, il y a cette histoire de membrane et elle est vivante aussi parce que si je suis en train de coopérer sur quelque chose auquel je ne me sens pas en maîtrise et en compétence, je vais avoir du mal à coopérer, parce que je ne sais pas sur quoi je peux bouger pour toi, pour que ça fonctionne. Et voilà, je m'en réfère aux travaux de Norbert Alter, qui est un sociologue des organisations, qui a vraiment, ça fait 30 ans qu'il observe ça, et c'est vrai que constat est un peu douloureux de se dire, mais revenons à ce qu'on sait faire pour coopérer, quoi. Voilà. Je vais juste compléter par un exemple très concret que vous avez très probablement déjà vécu. Qui ici a déjà fait des escape games ? Voilà. Quand on fait un escape game, on est exactement dans la coopération. C'est-à-dire qu'on a une safe place, c'est un temps donné, on sait que ça va pas durer 1000 ans, sinon ça marche rien. On dit on va coopérer pendant les 100 prochaines années. Non, ça c'est la meilleure manière d'arrêter. Quand on rentre dans cet espace-là, on a des règles, on sait ce qu'on a le droit de faire. Le mec il vous dit non, t'as pas le droit d'arracher les lumières, ça sert à rien d'essayer de creuser avec la pelle dans le sol, voilà. Donc ok, on a un cadre, on a des règles. Et puis on sait que quand on va jouer avec des gens qu'on connaît, eh ben, c'est justement la multiplicité des couleurs d'esprit des gens qui sont dans la pièce qui va nous amener à réussir le truc. C'est-à-dire, tu as le mec qui va être le plus matheux, hyper logique, puis tu as celui qui est un observateur, qui regarde tout, puis tu as celui qui sent, qui se fie à son intuition. Bref, toutes les couleurs d'intelligence qui vont se conjuguer pour résoudre un problème. Et ben, la coopération, en fait, elle se développe comme ça et elle est fertile, effectivement, dans cette complémentarité des profils. De la coopération entre gens qui sont exactement pareils, franchement, c'est pas très drôle et il n'en ressort pas grand-chose. Alors vraiment, ça dépend avec qui tu joues. Hein. Oui, bah oui. Mais parfois, tu n'arrives pas à sortir, justement. Bah, c'est ça, souvent parce que on est trop les mêmes gens. C'est ça. Je rebondis du coup là-dessus. C'est vrai que les mécaniques de jeu qui sont mises en place dans les escape games dont tu parles, parce qu'ils ne sont pas forcément tous construits sur cette logique-là, mais ceux qui donnent cet effet-là, c'est parce que derrière la trame du jeu et la mécanique du jeu qui a été mise en place, c'est des gens qui ont décidé qu'il fallait l'intelligence de plusieurs personnes différentes
pour pouvoir les mobiliser ensemble, parce qu'ils savent que ça va être la clé du succès, parce qu'ils savent que le groupe va ressortir heureux, qu'il soit gagnant ou pas, parce qu'ils auront eu le plaisir à travailler ensemble. Donc du coup, c'est vraiment conçu dans cet objectif-là. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, sur chacun ses compétences et tout ça. Quand on est capable de le faire en entreprise sur le même modèle qu'un escape game, on devrait pouvoir se dire ok, sur ce projet-là, il y a ces types de compétences et vraiment questionner les gens sur est-ce que ça fit ou pas par rapport à ce qu'ils sont capables de faire ou pas, pour que chacun soit sur son sweet point et que en fait, ce soit un plaisir. Je rebondis sur ce que tu disais sur la joie. En fait, si on est chacun au bon endroit et que là, on sait qu'on peut apporter au collectif, c'est là que la magie se fait, c'est là que le groupe, que peut-être la membrane devient plus solide, je sais pas, mais c'est là qu'on se rend compte que ça tourne, ça marche, et qu'on a cette joie-là. Et après, le résultat, quel qu'il soit, on a eu au moins cette expérience de travailler ensemble. On sait retravailler ensemble pour un autre projet peut-être aussi. On connaît mieux les compétences de chacun, donc c'est aussi... Avant de leur poser éventuellement une ultime question, je voudrais savoir s'il y a des questions dans la salle qu'on prendrait de manière prioritaire. On vous a tout dit. La première est toujours la plus dure. Qui se lance? Monsieur. J'ai une remarque simplement, c'est que notre corps nous-mêmes, on se coopère avec soi-même. Exactement. Bah, là, en fait, dans la CEC... On n'en parle pas, mais ça devrait être le symbole. Bien sûr. Ça devrait être un de vos symboles, utiliser votre corps. Bien sûr. Corps, pour dire que c'est la coopération. Alors, on l'a dit un peu en filigrane, mais quand on parle de changement de éco, on parle des écosystèmes. Et effectivement, Pardon. Oui, alors c'est marrant parce que moi je suis aussi psychothérapeute, donc je travaille sur les nœuds qu'on peut se faire dans la tête, quand même. C'est du corps aussi, la tête. Mais oui, bien sûr, l'image, elle est juste. C'est vrai que l'organisme vivant est une permanence communication permanente, bien sûr. Donc il y a une forme de coopération. Les organisations sont des organismes, en fait. On peut les considérer comme ça, et les lois inspirées du vivant, dont on parle beaucoup à la CEC, donc comment on peut s'inspirer de cet organisme qu'est le vivant, qui a quand même 3,4 milliards d'années de R&D, hein, j'en connais pas d'autres, et qui a quand même montré sa capacité à s'adapter à tout, plus dur face aux humains, mais voilà, c'est hyper inspirant, et effectivement ces mécaniques-là sont inspirantes. Je crois que monsieur n'avait pas fini sa question. Je pense qu'une bonne coopération du corps permet d'éviter les maladies. Oui. Oui, mais c'est des métaphores qui sont complètement appropriées au vide des organisations. Et alors, si on continue votre métaphore, la dimension du ralentir, elle est essentielle. Parce que... Déjà, et puis des compétences aussi, parce que si on ment dans un cœur d'être humain, ça va mal se passer pour tout le monde. Et puis si on part sur un projet de survivre avec un corps constitué uniquement de mains et de pieds, ça va être compliqué aussi. Belle image. D'autres questions? Non? Bon. Eh ben... Ah bon? Ça y est, c'est fini. Non. Du coup, je veux savoir si j'avais le temps de vous poser une dernière question. Alors, c'est plutôt une question en forme de synthèse, c'est-à-dire que je reprends votre promesse qui est de dire comment moi rater ces coopérations, et j'aimerais bien avoir finalement à chacun votre conseil, votre outil, ce que vous voulez, ce que vous avez envie de partager et de laisser en guise de cadeau de fin. Allez. Alors, la coach va vous parler là. Donc, la coach, elle dit déjà, première chose, clarifier là où je suis à l'aise, moi, dans mes compétences et là où j'ai envie de donner, parce que je maîtrise, je peux ajuster, je peux modifier un peu ma pratique parce que je la connais bien. Donc, ça, c'est quand même qu'est-ce que je sais faire et donc qu'est-ce que j'ai envie de donner, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Et puis ensuite, il y a un petit outil que moi j'aime bien qui travaille sur la relation. Donc, du coup, se parler de comment on travaille ensemble, et c'est un outil de régulation. En vous le disant, je me dis, est-ce que c'est ça pour vous? Vous verrez bien, vous en faites. C'est donc s'asseoir autour d'une table et puis parfois faire des petits temps de pause dans la manière de travailler ensemble, et de pouvoir se dire, voilà, je vais te partager là un irritant et un adoucissant de notre manière de travailler ensemble. Donc ça, c'est un outil de coaching que moi je fais aussi quand j'accompagne, mais qui, je pense, peut être fait de manière
auto-organisé, en sachant que alors ça demande un peu des conditions de je ne suis pas là pour te juger, je parle de moi, je parle de comment je vis la relation professionnelle. Et donc je peux te parler de ce qui me convient, donc un adoucissant, parce que j'aime bien cette image, et un irritant, un peu comme on fait notre machine à laver. Bon, à un moment donné, on va mettre de l'assouplissant pour que ça soit doux, mais on va nettoyer les tâches, donc on va dire, voilà, ça a été pour moi plus difficile. Et ça, pour le pratiquer depuis longtemps, si on sait parler à partir d'un « je », donc ça c'est la base, mais ça, c'est la base de la coopération, c'est « je suis »,« je sais faire »,« je te dis », voilà. Alors ça fait beaucoup de bien, on coopère mieux après, c'est assez magique comme truc. Et on ne cherche pas à régler les problèmes, ça c'est hyper important. On se dit ce qui ne va pas, mais on ne cherche pas à régler ce qui ne va pas. Voilà. Pas à ce moment, juste on est là pour dire. Après on peut s'en occuper quand même. Oui, mais plus tard, on laisse digérer, dans on donne un autre du temps. atelier. On donne du temps, voilà. Merci Virginie. Et Marie-Lise, puisque tu as le micro. On pourrait s'attendre à ce que je vous dise de dessiner. C'est vrai que, je vous avoue, ça marche très bien. Et on peut aussi juste parler par image, par métaphore, on n'est pas obligé de dessiner, on peut juste utiliser l'image. Mais au-delà de ça, je sais plus. Il y avait un truc. Est-ce que tu veux que Raphaël... Non, mais tu disais quoi juste avant? Irritant, adoucissant. Vas-y, dis, je retrouve. Juste insister sur le fait que la coopération... Vas-y. Merci. Trop sympa, parce que je réoublie pour la deuxième fois. Oui, si vous parlez de tête dans le guidon et tout ça, et de prendre du temps, et si c'est pas possible parce que c'est trop difficile dans votre organisation de s'arrêter, si cette tête dans le guidon elle est trop forte ou quoi, n'hésitez pas à demander à quelqu'un qui ne connaît pas du tout votre organisation, ni votre domaine, ni votre structure, de venir, embarquez-le dans vos réunions, parce que pour moi, en fait, mon conseil pour une coopération, c'est aussi d'embarquer une position méta. Parce qu'en fait, quand on embarque quelqu'un qui ne connaît rien, on est obligé de s'exprimer correctement pour qu'il comprenne. Et là, ça fait déjà parler d'une autre manière, ça oblige à prendre le temps parce qu'on est obligé d'expliquer. Donc en fait, je trouve que c'est un petit déclic pour aider à décanter un peu tout ça. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci. Moi, je finirai avec effectivement un des fondamentaux de la CEC et qui s'applique dans plein de domaines aussi, c'est la capacité à avancer, et qu'on le voit beaucoup dans la coopération, tête, cœur, corps. C'est-à-dire tête, cœur, corps, c'est-à-dire y mettre effectivement ses réflexions, ses idées, ses problématiques, etc. Cœur, c'est assumer aussi de pouvoir aligner ça. Cœur, c'est y mettre aussi ses émotions, ses ressentis, la joie, les frustrations, les peurs, les angoisses. Ça a sa place dans l'entreprise. Ça a sa place dans l'entreprise, je le répète, c'est hyper important. Il y a une énorme quantité d'entreprises dans laquelle on laisse ça à la porte. Or, on est des sujets, on est pétri d'émotions et tout ça. On a notre place dans l'organisation, les sentiments, les émotions ont leur place dans l'organisation. Il faut leur donner de la place, les considérer en tant que tels. Donc tête, cœur, corps, c'est que derrière, il faut que ça soit assorti à quelque chose d'une mise en mouvement. Est-ce que c'est un cap qu'on se donne? Est-ce que c'est un premier petit pas? Est-ce que c'est... Voilà. Et en se mettant d'accord sur ces enjeux-là. C'est-à-dire on pose cet alignement tête, cœur, corps avec les personnes avec lesquelles on imagine collaborer pour pouvoir avancer dans un cadre défini. Et oui, juste dire, la coopération, c'est entre les entreprises, mais c'est aussi dans l'entreprise. À toutes les échelles, au sein des équipes, entre les équipes, et voilà, ça aussi, on y pense moins. Voilà, lâcher l'ego. Et alors, moi, ça me fait penser, parce que quand tu parles du cœur, ça renvoie à l'atelier qui avait lieu dans cette salle juste avant, où on parlait des femmes, et où en fait, on attribue au genre féminin l'émotivité, l'émotion, etc. Et finalement, ce que j'aime bien dans ce que tu viens de dire, c'est faisons la place aussi aux émotions, et elles ont leur place et elles ont leur valeur. C'est finalement de se dire que ces valeurs qu'on réservait aux femmes, aujourd'hui, elles doivent prendre toute leur place et pour tout le monde. Et c'est aussi ça, sans doute, cheminer vers un équilibre un peu plus sain. Et puis l'autre point, je voulais reboucler, on va dire en guise de conclusion sur le porteur, on va dire officiel de cet atelier, qui est donc le Club Open Inno et Impact, et dire qu'en fait, cette année,
Donc il y a une douzaine de membres issus d'entreprises diverses et variées qui vont partager dans le cadre, donc dans une membrane, qui est ce groupe, une expérimentation d'un travail collaboratif avec un partenaire extérieur à la membrane, qu'on est en train d'intégrer, avec un travail à la fois sur les outils méthodologiques de l'économie circulaire, sur lesquels on pourra prendre appui pour contribuer à ce projet, avec un travail avec l'appui de Virginie sur les postures individuelles, c'est-à-dire comment je rentre dans ce projet-là, qu'est-ce que ça fait bouger chez moi, où est-ce que je suis en tension, où est-ce que j'ai besoin de progresser, pour constituer aussi un collectif efficace. Et c'est aussi, je pense, la fonction et l'intérêt de ce type d'espace. La CEC, on travaille sur des choses sérieuses, puisqu'on travaille sur la stratégie de son entreprise. On rigole beaucoup aussi. Alors on va travailler sur un vrai projet, donc on va le faire sérieusement, mais c'est un cadre qui est aussi un cadre vraiment d'expérimentation sur lequel aussi chacun peut à la fois s'ouvrir sur son environnement et puis travailler sur lui-même. Et ça aussi, je pense, c'est un point commun avec l'atelier précédent sur, en fait, aussi les solutions, elles partent d'abord de nous et de cette capacité à sortir du triangle de l'inaction et à s'engager dans une dynamique d'ouverture. Alors, si vous avez un petit mot à rajouter chacun, eh ben, c'est le moment, et sinon on va libérer la place. Je ne sais pas si les suivants sont déjà là. Non, bon. On s'en fout, nous on était en retard, donc on a commencé, on finit en retard. Mais merci beaucoup d'être venu avec les étudiants, c'est super, merci à vous. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée.